Cours de microbiologie, module bactériologie, virologie, destiné pour les étudiants de deuxième année pharmacie, animé par Mohamed Ktani Halabi, professeur de microbiologie à l'université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca. Première partie, quelques définitions. La classification contemporaine. Avant la découverte des micro-organismes, tous les êtres vivants étaient classés à l'intérieur du règne végétal ou animal. Les organismes animaux tirent leur énergie de l'oxydation de matériaux organiques, ils accumulent des substances de réserve sous forme de graisse ou de glycogène. Ils sont animés de mouvements actifs, donc ils sont aussi dépourvus de parois cellulaires, alors que les végétaux, au contraire, sont photosynthétiques, donc ils utilisent la lumière comme source d'énergie, ils synthétisent de l'amidon comme réserve nutritive, ils sont dépourvus de mouvements et possèdent la paroi cellulaire. La découverte de nouvelles formes vivantes microscopiques rendait de plus en plus difficile leur classement dans le règne animal ou végétal, raison pour laquelle la microbiologie aujourd'hui est la science qui a pour objet d'étudier les protistes ou les microbes, c'est-à-dire qu'elle englobe théoriquement non seulement la bactériologie, mais aussi la virologie, la parasitologie et la mycologie. La classification en biologie contemporaine pourrait être résumée comme suit. Donc, première classification, on a les plantes. La deuxième, c'est les animaux ou les métazoaires. Troisième, c'est les protistes supérieurs et inférieurs. Et puis, quatrième classification, c'est les virus ou des organismes non cellulaires. C'est vrai que pour faire ce genre de classification, il faut grouper donc les microbes ou bien ces bactéries en taxons. Et bien sûr, ces taxons-là, ils sont basés sur des caractères, soit phénotypiques ou génotypiques. Donc la taxonomie phénotypique ou phénétique est basée essentiellement sur une estimation objective des ressemblances grâce à une appréciation numérique des modalités de chaque caractère, alors que la taxonomie génotypique est basée sur le pourcentage en GC, ou le coefficient de Chargaff, le taux d'hybridation ADN-ADN, et également sur la séquence des ARN ribosomaux 16S et 5S. La classification d'aujourd'hui est basée sur, bien sûr, ces taxonomies, soit phénotypiques ou génotypiques, et bien sûr, chaque espèce est classée en fonction d'un certain nombre de normes. Alors, si on prend le règne, par exemple, ici, c'est des prokaryotes, passant par la division, la classe, l'ordre et la famille pour identifier, bien sûr, le genre et l'espèce. Ici, on a l'exemple des Escherichia coli. Alors, dans cette classification contemporaine, on parle de cellules prokaryotes ou protistes inférieures, mais également de cellules eucaryotes. Donc si je prends les cellules prokaryotes, elle est formée principalement de capsules, parois cellulaires, membranes plasmiques, flagelles, d'accord, c'est en partant bien sûr de cette couche externe. On a les fimbria, le pellus, le cytoplasme, les ribosomes, la membrane plasmique, la paroi cellulaire, le nucléoïde, ADN, et le plasmide. Donc ça, c'est une structure typique de la cellule prokaryote. On a également la cellule eucaryote, donc il y a une partie, donc la partie supérieure, c'est une caractéristique de la cellule végétale, en bas, c'est une caractéristique de la cellule animale, et puis on a les organismes cellulaires partagés par les deux structures, par la cellule végétale et la cellule animale. Alors, chez la cellule végétale, bien sûr, on a la vacuole, la paroi cellulaire et le chloroplaste. Chez la cellule animale, on a le centrosome, formé de centrioles et matériel péricentriolaire, les lysosomes et le corps basal, qui forment bien sûr la base du flagelle. Pour la cellule végétale et animale, à droite, on a le peroxysome, le noyau,
le nucléole, la réticulum endoplasmique rugueux, la réticulum endoplasmique lisse, et les microfilaments, les microtubules, la mitochondrie, la membrane plasmique, les ribosomes, le cytoplasme et enfin l'appareil de Golgi. Donc là, c'est une structure typique de la cellule eucaryote. Principale différence entre les prokaryotes et les eucaryotes, donc principalement c'est la taille, une taille plus petite chez les prokaryotes par rapport aux eucaryotes. Il y a le noyau, absence du noyau chez les prokaryotes, et présent chez les eucaryotes. Les organes cellulaires, très rares chez les prokaryotes. Bon, présence de lysosome, d'appareil de Golgi, de réticulum endoplasmique, de mitochondries, de chloroplaste. Le flagelle, simple, alors que chez les eucaryotes c'est complexe, c'est constitué de plusieurs microtubules. Glycocalyx présent en tant que capsule ou couche visqueuse chez les prokaryotes. Chez les eucaryotes, il est présent dans certaines cellules qui ne possèdent pas de paroi cellulaire. La paroi cellulaire, souvent présente de composition chimique complexe, alors que lorsqu'elle est présente chez les cellules eucaryotes, la chimie est simple. Donc composition chimique simple, y compris la cellulose et la chitine. On a aussi la membrane plasmique avec l'absence de stérol chez les prokaryotes. Pas de vrai cytosquelette chez les prokaryotes, des ribosomes de petite taille, un seul chromosome bactérien chez les eucaryotes, et circulaire, double brin, alors qu'on a plusieurs chromosomes chez la cellule animale, et puis la division se fait par la division chez les prokaryotes et par fission binaire, aussi si paritaire, alors que c'est la mitose qui règle et encadre bien sûr cette division chez les cellules eucaryotes. Et puis la reproduction, la recombinaison sexuelle se fait via un transfert du matériel génétique chez les prokaryotes, alors que chez les eucaryotes, il y a la méiose. Pour la morphologie, on a trois formes principales, soit des coccis, soit des bacilles, soit des spiralés. Alors les coccis comme les diplocoques, d'accord, avec un seul plan de division, les streptocoques, plusieurs plans de division, mais regroupés en chaînettes, les tétrades avec deux plans de division, les sarciniacées avec des plans de division horizontale et verticale, et puis les staphylocoques avec un regroupement en amas ou en grappe de raisin. Pour les bacilles, donc ça peut être une seule bactérie unicellulaire, bacillaire, soit des diplobacilles, soit des streptobacilles, c'est-à-dire des bactéries regroupées en chaînettes, soit tout simplement une forme intermédiaire, c'est des cocobacilles. Et l'exemple, c'est Brucella, qui est une gramme négative. Pour les spiralés, on a les vibrio colérés en forme de virgule, on a le spirillum et la famille des spirochètes, exemple le Treponema pallidum, qui a une forme spiralée pour la syphilis. Alors, pour les autres formes qui sont très rares, on a des formes étoilées, on a des formes rectangulaires, mais c'est des formes qui peuvent être dues soit à l'hérédité, soit à l'environnement. Le glycocalyx, une couche de polysaccharides collantes gélatineuses et visqueuses liées de manière covalente aux lipides et aux protéines de la membrane. Principale fonction, c'est la virulence, donc elle participe au pouvoir pathogène, à la virulence, parce qu'elle protège la bactérie contre la phagocytose. Quelques exemples, Streptocoque pneumonique, Klebsiella, Bacillus anthracis ou Vibrio cholerae, et puis on a aussi la participation à la formation de biofilms. Pour la mettre en évidence, il faut utiliser l'encre de Chine qui montre un halo clair autour de la bactérie. Les flagelles
C'est soit péritriche, soit monotriche, soit lophotriche, soit amphitriche, bien sûr quand il existe, quand il est là. Pour les bactéries E. coli, donc c'est un péritriche, c'est-à-dire que le flagelle, bah, sur toute la surface de la bactérie, alors que chez les vibrios c'est un seul flagelle d'un seul côté. Les pseudos c'est plusieurs flagelles, bien sûr toujours d'un seul côté, d'une seule extrémité. Et puis on a un autre groupe amphitriche où le flagelle est part et d'autre de ce corps bactérien, de cette cellule bactérienne. La principale fonction c'est la mobilité, mais c'est également le diagnostic via l'antigène H. Pour le filament axial, c'est pour des bactéries qui n'ont pas de flagelle. Ça, c'est une caractéristique des spirochètes. Et le mouvement suit ce mouvement de tire-bouchon et qui permet bien sûr à la bactérie de se déplacer efficacement. Pour les fimbria et les pilus, leur point commun c'est plus court, plus droit, plus mince que les flagelles. Si je prends que les fimbria, il sert à s'adhérer aux surfaces, tissu épithélial, muqueuse intestinale. Elle participe également à ce pouvoir pathogène par la formation de biofilms. Exemple, Neisseria gonorrhoeae et Escherichia coli, ou 157. Pour le pilus, il est plus lent que les fimbria, 1 à 2 par cellule, et il est impliqué dans la mobilité, mais principalement dans le transfert du matériel génétique. Donc le transfert de l'ADN. La paroi, une structure complexe, semi-rigide, composée principalement de peptidoglycanes. Donc le peptidoglycane, c'est des sucres associés bien sûr à des protéines. Donc on a une fonction principale, c'est bien sûr cette protection de l'intérieur de la cellule bactérienne. C'est aussi un point d'ancrage pour les flagelles. Elle est responsable de la forme de la cellule. Elle différencie entre les différents groupes majeurs de bactéries, gram positif et gram négatif. Elle est impliquée bien sûr dans certaines maladies dans lesquelles elle participe au pouvoir pathogène, mais également c'est un site d'action de certains antibiotiques. Donc, un peptidoglycane, c'est du N-acétylmuramique et de N-acétylglucosamine, des sucres qui sont reliés par des protéines. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de peptidoglycane, c'est des sucres, une chaîne de sucre associée à une autre chaîne de sucre via des protéines. Et en fait, ces protéines-là qui sont le site, bien la cible d'action de certains antibiotiques. Elle permet de différencier entre deux grands groupes parce que chez les grammes positifs, on observe une couche épaisse de peptidoglycane, alors que chez les grammes négatifs, on a une couche mince avec une membrane externe caractérisée par la présence de lipopolysaccharides et puis de ces porines qui permettent le passage de certains éléments nutritifs et aussi certains médicaments. La paroi cellulaire parfois n'est pas présente chez certaines bactéries, comme les mycoplasmes. Et dans ce cas-là, on parle d'une bactérie atypique hautement pléomorphe. Pour la membrane externe, c'est une caractéristique des grammes négatifs constituée de lipopolysaccharides, des lipoprotéines, des phospholipides. Elle échappe à la phagocytose. Et bien sûr, l'action du complément, c'est une barrière aux détergents métaux lourds sels biliaires, certains colorants, antibiotiques et enzymes de digestion, perméables aux éléments nutritifs grâce aux porines, et bien sûr, aide au diagnostic médical via l'antigène O. Pour la membrane plasmique interne, c'est comme une membrane plasmique de la cellule animale, sauf que celle de la bactérie est dépourvue de stérol. Donc on a cette membrane formée d'une bicouche lipidique avec des protéines transmembranaires. Et bien sûr, sa principale fonction, c'est ce passage de certains éléments
de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule via différents, bien sûr, mécanismes de transport, de transport. Donc on a soit le transport actif, transport par diffusion, facilité, par osmose. Et donc, elle est aussi une cible d'attaque de certains antibiotiques comme les polymyxines. Pour le cytoplasme, il est composé de 80% d'eau, principalement des protéines, des glucides, des lipides, des ions inorganiques et de nombreux composés de faible poids moléculaire. Principale structure dans le cytoplasme, on a nucléoïdes, des ribosomes et puis les dépôts de réserve appelés inclusions. Donc si on reprend le schéma de départ, on a bien sûr le nucléole, donc c'est le chromosome bactérien qui baigne dans le cytoplasme, et puis le plasmide, c'est de l'ADN circulaire. Alors, 20% du volume de la cellule bactérienne est occupé par le nucléoïde. C'est une région irrégulière contenant un enfilament unique et souvent circulaire d'ADN double brin appelé le chromosome. En plus du chromosome bactérien, la cellule contient une petite molécule d'ADN double brin circulaire appelée plasmide. Ce plasmide-là n'a aucune fonction pour la survie de la bactérie. Donc il contient entre 5 à 100 gènes, donc des gènes qui n'ont pas souvent un rôle dans la survie de la bactérie, mais un rôle dans le pouvoir pathogène. Les ribosomes, composés de 2 sous-unités, chacune est composée de protéines et d'ARN ribosomal. Donc on a la 30S pour la petite sous-unité, la grande sous-unité c'est la 50S, et les 2 sous-unités sont là pour lire, décoder la séquence nucléotidique et former des protéines. Alors, pour les inclusions ou les dépôts de réserve de certaines substances organiques et inorganiques nécessaires à la survie de la cellule bactérienne, on parle de magnétosome riche en fer, on parle de volutin, le PI, et puis de carboxysome. Donc, c'est des substances organiques et inorganiques qui sont nécessaires à la survie de la cellule bactérienne. Dernière chose, les ondospores, ou tout simplement le spore, ce sont des cellules spécialisées résistantes aux conditions défavorables de l'environnement, température élevée, absence d'éléments nutritifs et dessiccation. Ils sont rencontrés le plus souvent chez des bactéries gram-positifs, comme Bacillus, agent de l'anthrax, et Clostridium, une bactérie anaérobie. Si les conditions de croissance se reproduisent, certaines espèces produisent des toxines et causent des maladies. Donc ce phénomène est connu sous le nom de germination. Bien sûr, au microscope photonique, on voit très bien la présence de cette ondospore. Donc ça, c'est Bacillus anthracis, d'accord, en conditions défavorables, elle va commencer à protéger son matériel génétique et donc former un spore. Donc, la sporulation, c'est des cellules spécialisées qui sont là pour résister aux conditions défavorables. Et comme j'ai dit, si la bactérie ou si le spore rencontre les conditions favorables, elle va germer pour donner naissance à une bactérie virulente. Alors les étapes de cette sporulation, c'est que la première étape, c'est la formation d'une cloison qui isole l'ADN nouvellement répliqué. Donc bien sûr, ce matériel génétique est entouré par une membrane plasmique, puis par une double membrane plasmique, et entre les deux membranes, il y aura la formation du peptidoglycane, et ce peptidoglycane, bien sûr, une fois formé, on a une dernière formation d'un manteau de spores qui par la suite sera libéré dans la nature. Bien sûr, cette forme peut résister aux conditions défavorables et rester pendant
des semaines, des mois, voire des années dans l'environnement. Et une fois bien sûr les conditions favorables sont là, bah ce spore-là, il va germer pour donner naissance à une nouvelle bactérie virulente. Donc la durée moyenne de la formation d'un ondospore est de 7 à 10 heures. Merci pour votre écoute.